J'ai l'habitude de dire qu'il y a les gens normaux et puis il y a Idriss. C'est vrai que dans mon carnet d'adresses, il y a des gens exceptionnels, mais toi, tu fais partie du haut du panier. Euh, Idriss, c'est quelqu'un qui continue de m'inspirer par, d'abord par sa démarche éthique, par son engagement, mais toujours, comme on le sait, par son intellect. Aujourd'hui, j'avais vraiment à cœur de te recevoir encore une fois sur Verizon TV. Bon retour, ça fait trop longtemps qu'on t'a pas eu sur cette chaîne, pour parler de ce qu'on va faire déjà ensemble, mais aussi plus largement, vraiment pour faire un état des lieux et te poser des questions de fond, je trouve, qui n'ont jamais été posées dans d'autres interviews qu'on t'a adressées. Donc voilà, l'objet du jour, le sujet du jour, et c'est un grand, grand plaisir, encore une fois, de te recevoir, mon frère. Bon retour. Et pour commencer, déjà, comment ça va? Bah, ça va bien, et je suis très content de revenir sur ta chaîne. Et j'adore de plus en plus ton fond là, parce que voilà, voir les productions de quelqu'un, tu sais, aujourd'hui, quand tu vois quelqu'un, tu vois pas ce qu'il a fait, forcément. Et bon, ça, c'est pas tout ce que tu as fait, mais j'aime bien. Ça Hmm. en dit plus sur toi que n'importe quoi d'autre. Voilà, ça fait très plaisir de voir l'évolution de Vérisme. Ouais, un grand plaisir, merci Derrière beaucoup. toi, c'est un petit bol tibétain, quand tu mets de l'eau dedans avec le marteau, là, ça vibre, c'est ça? Exactement, J'adore ça. exactement. Ah ouais. Évidemment, je ne peux pas ne pas citer I, qui est toujours dans la bibliothèque, aux côtés de Marc Aurèle et des grands penseurs. Lisez ce livre. Bon sang, lisez ce livre. Il y a un Faut million que je- bientôt d'abonnés sur ta chaîne. Je suis sûr qu'il n'y a même pas 1% qui l'ont lu. Vous avez la Ouais. pensée d'Idriss. Il faut que je fasse mieux. Honnêtement, il faut que je fasse mieux Ah. que ce livre. Tu sais, je peux te raconter un peu toute l'histoire, quoi. Et Mhm. ce livre, il a un père et une mère, en quelque sorte. Le père, c'est mon cousin, Marc Macaluso, qui est réalisateur et bon, cinéaste aux États-Unis. Et que je cite dans certains de mes livres, plutôt des essais, tu vois. Mhm. Et la mère, c'était ma nana de l'époque. Et, euh, et mon cousin m'avait dit, je suis content que tu l'aies plaqué parce que si tu étais resté avec elle, la prochaine fois que je t'aurais parlé, c'était soit au cimetière, soit au parloir. Ah ouais. Qu'elle me rendait complètement fou. Tu sais. Une fois, elle m'a laissé en plan une boîte de nuit à New York. J'avais 20 ans, j'allais avoir 21 ans. Et c'était en 2000, ouais, 2007. Et ouais, je pouvais pas rentrer puisque j'avais pas 21 ans. Mhm. Et c'était le gros club de salsa de New York. Donc elle me laisse en plan devant, elle rentre. Et elle drague un peu le videur, tu vois, sous mes yeux. Enfin, le truc, l'enfer, quoi. Ah, punaise. Euh, je me retrouve comme un con en mode Stranger in the Night dans New York. Or, il se trouve que mon cousin avait planté dans ma tête T.S. Eliot. Mhm. Donc, il m'avait offert les quatre quatuors, les four quartets, et il avait écrit dedans, je crois que c'est le plus loin que l'Occident ira jamais en matière poétique. C'était la dédicace qu'il m'avait faite. Et j'avais commencé à les lire à Cambridge, et comme j'étais un petit con d'étudiant, j'étais là, mais hop, c'est trop simple. Mhm. Tu sais, quand on est étudiant, mais en fait, c'est pas qu'on est, parce qu'on est étudiant, c'est parce qu'on s'est fait infecter par la pensée académique, qui est aujourd'hui en fin de règne, quoi. Tu vois, aujourd'hui, on est en train de frôler le post-académisme, parce que l'académisme est à bout de souffle, il fait connerie sur connerie, il est devenu de plus en plus imbuvable et invivable. Et Bourdieu avait tout compris dans Homo academicus et on le voit vraiment aujourd'hui à son aboutissement. Donc voilà, j'étais infecté de la bêtise académique et donc je lis les quatre quatuors. Et en tant que jeune étudiant, parce qu'évidemment, plus tard, quand tu es en thèse, tu te dis oui, c'est génial, mais quand tu es en licence, tu dis c'est trop facile. Tu vois, c'est comme si la poésie devait être facile ou difficile. Et du coup, j'avais lu un poème des poèmes plus jeunes de T.S. Eliot. Et puis surtout un de ses premiers grands poèmes, le Wasteland, qui lui est beaucoup plus difficile, beaucoup plus intriqué, beaucoup plus complexe, beaucoup plus névrotique. Ça correspondait tout à fait à mon état d'esprit à ce moment-là. Je fais, ah, mais T.S. Eliot, quel génie! Alors que son vrai génie, il n'est pas dans le Wasteland, il est dans les quatre quatuors. Mais il est aussi dans le Wasteland, bien sûr, mais c'est pas du tout le même level. Et donc, bah voilà, sorti de cette situation à New York, je me mets à écrire. Mhm. Je me pose à Central Park, j'avais un Air France Magazine et un bic, et j'ai commencé à griffonner sur le Air France Magazine par-dessus les lettres, le premier poème de I qui s'appelle Grand Sorcellerie.
Parce que Baudelaire disait, manier savamment une langue, c'est pratiquer une sorte de sorcellerie évocatoire. Donc je me suis dit, voilà, qu'est-ce que ce serait qu'une incantation poétique? Et j'ai décidé d'en faire un wasteland, de dire que le wasteland était une forme. Que c'était comme il y a le sonnet, comme il y a les quatrains, comme il y a tout ce que tu veux, la Cassida, les grandes formes poétiques mondiales, le haïku. Eh ben, le wasteland est une forme, mais qui a pas de forme du coup, parce que le sonnet, c'est très précis, tu vois, c'est 4-4, 3-3. Le haïku aussi, c'est très précis. La Cassida, c'est très précis. Les quatrains, c'est très précis. Mais le wasteland, non. C'est justement la forme qui est déterminée par le fait qu'elle n'a pas de forme. Et j'ai décidé donc de la codifier et ça a donné ça. Donc j'ai commencé à écrire et je me suis pas arrêté. Et il m'a fallu 14 ans pour le finir. Voilà, je l'ai commencé. Et maintenant qu'on est là, tiens, juste un truc, Vas-y, vas-y. c'est exclusivité. Ah, on s'en souviendra, c'était sur cette chaîne en premier. Alors là, complètement sur cette chaîne en premier, mais vraiment complètement. Ceci, 1 300 000 signes. On est sur de la page, ça doit être du caractère 11, euh, et avec des marges ridicules. Mhm. Et il y a, ah, je tire ça jusqu'à la dernière page, 401 pages, donc 1 300 000 signes et quelques. Le belvédère des hécatonchyres, mon premier roman Ah que oui. j'ai écrit entre 17 et 19 ans, et qui est le premier tome d'une série médiévale fantastique. Et je l'ai vraiment écrit quand j'étais à la fac. Et le style est à chier. Le style est imbuvable, c'est hugolien, c'est pourri. Le scénario, j'en suis super fier. Et je le trouve encore aujourd'hui, 20 ans plus tard, parce que c'est 20 ans qui nous séparent. 20 ans plus tard, je trouve le scénario très bon. Mhm. Mais le style est merdique, tout est à réécrire. Et bon, bah, une œuvre littéraire, c'est quand même le style avant tout. Mais un jour, tu vois, ça pourrait être l'œuvre de ma vie. Un des trucs que je me suis dit, c'est si jamais j'avais pas eu le temps pour une raison ou une autre, parce qu'après tout, les Suisses ont quand même envisagé de me buter, tu vois. Donc, physiquement, hein, après, ils se sont dit que médiatiquement, ce serait mieux, mais physiquement, ils ont tenté. Je m'étais dit, si jamais je venais à connaître une fin tragique, une façon peut-être de le travailler, ce serait de faire une double traduction. C'est-à-dire de le traduire d'abord en latin et de le retraduire en français. Pourquoi le latin? Parce que c'est la langue la plus concise. De toutes les langues latines, en fait. Toutes les langues latines se sont complexifiées. Alors, le cas français, c'est horrible, c'est aujourd'hui. Tu vois, non, le français est dans une crise de complexification qui est horrible, hein, et qui date de la Renaissance, quand, en même temps que le français devient la langue officielle du Royaume de France avec l'ordonnance de Villers-Cotterêts, euh, on assiste à une complexification de la langue parce qu'il y a une élite, un peu comme les mandarins en Chine, même histoire. Tu as une élite qui commence à la complexifier pour augmenter sa barrière d'entrée. Et ça te stabilise des daubes comme aujourd'hui, parce qu'aujourd'hui, c'est inélégant. Tu vois, en anglais, c'est today. Bon, simple. Un pauvre enfant, il va devoir écrire aujourd'hui. T'imagines l'horreur, là. Évidemment, dans les autres langues latines, on n'a pas fait ce genre d'abomination, mais le français, d'une façon générale, est beaucoup plus long que le latin. Mais vraiment, genre 3 fois plus long, tu vois. Entre 2 et 3 fois plus long. Et peut-être qu'une façon simple de clarifier le style, ce serait de traduire tout en latin et de le retraduire en français à partir de la traduction latine. Si jamais je pouvais pas le réécrire moi. Mhm. Mais donc voilà, I, c'est le deuxième. Ça, c'était le premier. Mhm. Et bon, pas avec les mêmes pères-mères, parce que le I, c'est de la poésie, ça, c'est du roman. Et donc, ça, ce sera mon œuvre, je pense, quand je prendrai ma retraite, je le reprendrai, parce que c'est un travail titanesque. Mhm. Voilà. Et ce qui est marrant, c'est que le titre, Le Belvédère des Hécatonchyres, je l'avais présenté à des maisons d'édition quand j'étais rentré à Normal Sup, et j'ai vu le ridicule dangereux évident. Vraiment. T'avais une maison d'édition, ils ont cru que c'était une blague de normalien, tu sais.
Ils ont cru que c'était des méchants normaliens qui étant payés, ont beaucoup de temps libre et qui faisaient une blague à la pauvre maison d'édition en lui envoyant ce manuscrit. Donc, c'était une maison d'édition qui doit plus exister aujourd'hui, qui s'appelle l'Archange Minotaure. Et ils ont dû se dire, ces Normaliens méchants ils nous font une blague parce que notre nom de maison d'édition est un peu étrange. Donc, ils nous envoient le belvédère des Hécatonchyres. Alors, le type avait répondu un long email en se foutant de ma gueule, en disant, voilà, on va l'imprimer sur Bible, et puis on fera l'épisode 2 qui s'appellera La fosse des Myrionides. Alors, Carrément. oui, c'était très, très bien envoyé de la part du gars, La fosse des Myrionides, enfin, par rapport au belvédère des Hécatonchyres, c'est l'opposé, donc voilà. Bon, désolé de cette longue digression sur I, Non, c'était pas mais une en fait, digression. voilà ma vie littéraire. Magnifique. Ah là, t'as tellement déblayé des thèmes que je vais aborder avec toi aujourd'hui. Parce que l'annonce aussi, déjà merci pour ce partage si puissant sur lequel je vais rebondir, mais l'annonce, c'est quand même qu'on va vous parler aujourd'hui du pôle performance, quelque chose qu'on a mis en place d'ores et déjà avec Idriss, qui est une newsletter gratuite que vous pouvez rejoindre en cliquant sous le lien qui est sous cette vidéo. Et à demain, on écrit en fait une newsletter. Idriss et moi, chaque semaine, on vous l'envoie. Tout est tout à fait gratuit. Il y a déjà 2000 personnes qui sont abonnées. Vraiment, on vous remercie. Et on s'éclate tous les deux à vous livrer nos pensées, nos réflexions et nos conseils pratiques dans les trois thèmes qui nous sont chers, cœur, corps, esprit. Et justement, j'avais dans le thème de l'esprit, de l'introspection, je voulais te questionner sur l'écriture. Vraiment, je voulais qu'on rentre dans cette porte-là, donc tu as commencé avec ça, allons-y pleinement. Euh, L'écriture pour toi, j'en ai fait une newsletter il y a pas longtemps concernant l'introspection et les limites aussi de l'introspection. Parce que force est de constater que dans le monde du développement personnel qui maintenant, c'est une tarte à la crème, un peu le développement personnel, mais euh, on enjoint souvent les gens à tenir un journal, faire du journaling, à écrire, etc. Et je vois bien que ça crée, même si l'intention de départ est très bonne, ça crée aussi des nouvelles névroses, c'est-à-dire on reste enfermé comme un rat qui boucle dans sa roue, et ça crée des nouveaux cercles vicieux. Comment toi, tu te sers de l'écriture, et si tu veux nous partager par exemple une routine d'écriture que tu aurais tous les matins ou tous les jours, comment tu te sers de l'écriture, comment tu vois l'écriture aussi comme moyen de développer sa pensée, comme on le dit souvent, de penser et d'agir par soi-même, est-ce que ça peut être un outil intéressant en 2024 à avoir, là où le monde des écrans, le monde des smartphones a un peu cassé ce rythme de l'écriture-là, et si tu veux, je sais pas moi, parler de ses premières influences, pourquoi si jeune déjà tu t'es lancé dans l'écriture d'un roman. Euh, voilà, si tu veux nous partager ton ressenti par rapport à l'écriture. Alors, l'écriture, c'est un voyage, donc j'adore. T'as un morceau d'ailleurs que j'aime beaucoup écouter par le rappeur français Vincile, qui a formé le groupe Hocus Pocus. Mhm. Il a fait quelques feats avec Oxmo Puccino et il est à Nantes avec Oxmo Puccino et Akhenaton, et que je salue d'ailleurs, Philippe. Et il a écrit un très beau rap, vraiment. On est dans le maître étalon du bon rap français, au même titre que Fab, La Secrète Connexion, tout ça, les meilleurs écrivains, tu vois, qui s'appelle Le Voyage Immobile. Et c'est, bon, là, tu es vraiment sur je te dis, le maître étalon de l'excellence en matière d'écriture, où autant Vincile, donc Hocus Pocus, dit j'aime la langue française, mais elle a autant de musicalité qu'un régiment allemand. Ce avec quoi je suis évidemment pas du tout d'accord, même si je reconnais qu'il y a eu cette erreur de ce qu'on appelle le bloating. Tu sais, c'est un terme informatique quand tu fais des algorithmes évolutionnaires de l'intelligence artificielle évolutive. Elle a tendance, son code peut grossir pour rien, Mhm. pour des conneries. Tu fais de l'optimisation, genre tu veux trouver la forme d'une antenne, la forme d'une maison. Le code peut grossir pour rien, c'est du bloating. Et en fait, la langue française, elle a bloat à mort. Comme je te disais, à partir de l'ordonnance de Villers-Cotterêts, la langue française, elle bloat. Ce qui est mauvais. Si tu compares Villon, qui est évidemment pré-Villers-Cotterêts, et ensuite déjà Ronsard, tu vas un peu plus loin, le pire c'est la poésie sous Henri IV ou sous Louis XIII, Louis XIV, là tu rentres dans la préciosité, les conneries. Heureusement qu'il y avait des gens un peu borderline comme Molière, qui était Racine aussi était borderline, pas oublier qu'il a été recherché par la police, le mec, qu'on pu, tu vois, affiner la langue. Mais donc, Hocus Pocus, voilà, le voyage immobile, bah, la langue pour moi c'est ça. C'est un vaisseau.
elle te permet de voyager. Et c'est pour ça, par exemple, le Belvédère des Hécatonchyres, euh, et je vais revenir là-dessus, parce que c'est vraiment un maître étalon aussi de ma façon d'écrire. Mais le Belvédère des Hécatonchyres, c'était pour voyager dans des lieux, évidemment, tout l'intérêt du médiéval fantastique, c'est de voyager dans des lieux qui n'existent pas. Est-ce que Donc, je peux te couper et te demander t'en prie, coupe-moi quand l'inspiration? tu veux, coupe-moi quand tu veux. L'inspiration que tu as eue justement, c'était quoi? Tolkien, c'était que tu avais lu des choses qui t'avaient Ouais, inspiré? c'était un mélange de Tolkien, mais alors surtout vraiment, faut le dire, Heroes of Might and Magic, Hmm. qui est ah non mais non, que j'ai limé, poncé. C'est que la musique de Guild of Logos a été faite par Paul Anthony Romero, qui est un mec qui a écrit donc les musiques de Heroes of Might and Magic, en particulier le 3, qui est considéré largement comme le meilleur de la série, Je et l'adore. dont les musiques sont folles. Et en effet, ça te faisait voyager. Donc il y avait le 4 qui était sorti, qui était un peu, il a été assez critiqué, mais il est pas mal aimé. T'as même Bob Lennon qui a fait un très beau let's play sur le Heroes of Might and Magic Mhm. 4, parce que les vrais amateurs l'ont bien apprécié. Et c'était bien sûr Paul Anthony Romero. Et tu sais, c'est un peu comme être enceinte. Je portais l'envie d'écrire ce roman médiéval fantastique depuis longtemps. Mais en fait, donc je l'ai écrit entre 17 et 19 ans quand j'étais à la fac, mais je l'ai préécrit entre 15 et 17. J'avais commencé à noter le scénario, faire les cartes, etc. entre 15 et 17. Et là, le déclic qui m'a lancé la préécriture, c'est la sortie d'Heroes of Might and Magic 4. Parce que le côté épique de la musique du main menu était tellement merveilleux, et c'est du Paul Anthony Romero avec Rob King comme producteur, que là vraiment ça a fait le déclic. Je me suis dit, faut que je m'y mette. Donc j'avais envie de le faire avant, mais faut que je m'y mette, faut que je l'écrive. Et j'ai commencé à faire, j'étais conscient que mon style était pas assez bon, mais après, quand tu rentres à la fac, tu crois que t'es grand, c'est par rapport au lycée. Et là, j'ai complètement sous-estimé que mon style était à chier, tu vois. Il a fallu que je fasse des ateliers d'écriture, notamment avec François Bon, qui était un écrivain français dépressif, merveilleux, qui a été prix de Rome, il a été à la Villa Médicis, pour commencer à affiner, à savoir écrire, savoir tenir le crayon du bon côté. Mais c'est l'erreur, c'est l'arrogance de te dire, ça y est, je suis à la fac, je suis un grand, qui est, comme disait Jung, hein, tu sais, jusqu'à 40 ans, on fait que se documenter. Donc, jusqu'à 40 ans, tu fais que te documenter, c'est tellement vrai. Et Idriss Shah n'a vraiment écrit qu'à partir de 40 ans, ça prouve bien, tu vois. Quand quelqu'un d'aussi énorme que lui, ça ne veut pas dire qu'il faut attendre 40 ans pour écrire, bien sûr, pas du tout, et c'est pas ce que j'ai fait. Mais il faut avoir la modestie de se dire que tu fais que te documenter, en fait, et après, tu documentes ta propre ignorance. Donc, en fait, voilà, je commence à l'écrire comme ça. L'écriture, ça te permet de voyager et même de créer une planète. Selon les bouddhistes, si tu es une sorte de paradis après la mort, mais qui est pas, parce que le nirvana, la libération, la moksha, c'est au-delà du paradis et de l'enfer. En fait, le paradis pour les bouddhistes, c'est une défaite. C'est un truc très intéressant. Le paradis pour les bouddhistes, c'est une défaite. Et pour les soufis aussi. Le paradis pour les soufis, c'est une défaite. Ce qu'on appelle le paradis, ça veut dire une après-mort agréable. Après la mort, comme il n'y a plus le corps pour nous équilibrer, si on est coincé dans une pensée très positive, eh ben on est nectar, ambroisie, empereur d'une planète. Genre, imagine Star Wars, t'es l'empereur du côté lumineux de la Force, quoi. Tu règnes sur une galaxie entière. Voilà. Bah, dans l'après-mort, c'est ce qui peut t'arriver. Mais c'est pas la libération. C'est la libération, c'est la prise de connaissance directe de Dieu, de l'absolu, du transcendant. Et donc Dieu qui est même un mot un peu pourri, tu vois. C'est pour ça que les bouddhistes n'utilisent pas et que les gens croient qu'ils ne croient pas en Dieu, alors qu'en fait ils croient totalement en Dieu, mais ils n'utilisent pas ce mot qui est pourri. Et pareil pour les hindous qui croient totalement en Dieu, mais qui n'utilisent pas ce mot qui est pourri, puis dont l'aspect folklorique, bien sûr, de la religion fait qu'il y a des sous-dieux. Mais en fait, comme on l'a dit dans plein d'autres vidéos, le fondement de l'hindouisme, en fait, est totalement monothéiste. C'est une erreur de dire que l'hindouisme est polythéiste. Et donc, pour les soufis ou les bouddhistes ou les hindouistes, c'est quand même une défaite, le paradis. C'est fou, hein? C'est une défaite. Dans Dante, c'est la fin de la Divine Comédie, c'est le paradis. Mais non, non, c'est une défaite, le paradis. La vraie victoire, c'est d'entrer en relation directe avec Dieu, qui est au-delà du paradis et de l'enfer. Et du coup, peut-être une façon de se prémunir de cette défaite après la mort, c'est d'essayer de réaliser le paradis ici. Et pour ça,
en admettant que c'est une défaite. Parce qu'évidemment, sinon, l'erreur, c'est de se dire, bah voilà, on peut créer une sorte de paradis sur Terre, et puis après, il n'y a rien. Et ça, c'est l'écueil du matérialisme, quoi. Mais non, tu te dis, bah voilà, je peux créer un paradis ici en étant mon démiurge, mon créateur de monde. Et pouf, le médiéval fantastique. Mhm. Là, tu crées des civilisations, des palais, des histoires, des millénaires, des planètes, t'as aucune limite, quoi. Et c'est comme disait Baudelaire dans Le Voyage, justement. Donc je pense que le voyage immobile de Hocus Pocus de Vinci, il est forcément influencé par le voyage de Baudelaire, soit directement, c'est-à-dire il en est parfaitement conscient, soit indirectement, c'est-à-dire c'est des gens avec qui il a interagi, qui ont contribué à cette influence sans qu'il le sache, mais ça change rien, il n'y a pas de mérite ou d'absence de mérite à ça. Et dans le voyage de Baudelaire, donc Baudelaire, il dit euh, ce serait pour vos banquiers des rêves ruineux. J'adore ça. Voilà. Nous avons vu des palais, etc., des palais ouvragés dont la féerique pompe serait pour vos banquiers des rêves ruineux. Ça, c'est beau de la part de Baudelaire qui a manqué d'argent toute sa vie et qui crache à la gueule des banquiers en leur disant vous êtes des pauvres. Voilà. Vous me méprisez, moi, Baudelaire, qui a été mis sous tutelle, sous curatelle, parce que je dilapidais l'argent de mon père, mort, mon père biologique. Euh, vous me, vous me méprisez et en fait, je suis beaucoup plus riche que vous. Parce que moi, je peux imaginer des palais ouvragés dont la féerique pompe serait pour vos banquiers des rêves ruineux. Et Poe, c'est pareil. Poe, c'est une vie glauque, une mort étrange, de la névrose. Et puis, ses poèmes, à part Le Corbeau, bien sûr, qui est très sombre, mais ses poèmes, genre, tu lis Al-A'raf d'Edgar Poe, dont le titre est tiré d'une sourate du Coran, hein, la septième sourate. Euh, Tu fais waouh, le mec, c'est ce qui est décrit dans les aventures sur la Lune, le voyage dans la Lune de Cyrano de Bergerac, qui est repris par ces immenses auteurs de la bande dessinée française que sont Mabou et Hérol, de Cap et de Croc. Donc Alain Hérol, c'est Garulfo, de Cap et de Croc, et c'est peut-être, là c'est peut-être la meilleure série de bande dessinée française. Ah ouais? C'est devant Kibilal, devant parce que tu as un mélange très subtil de plein de références. À la fois, c'est accessible, donc beaucoup de critiques sur ah, si c'est accessible, vous comprenez bien. Moi, je dis, ah, si c'est accessible, ça peut pas être bon. Ça, c'est bien. Quand t'es critique aux Arocs, si c'est accessible, c'est forcément vulgaire. Donc, par rapport à du Anki Bilal, c'est sûr que c'est pas aussi sérieux. Mais De Cap et De Croc, qui sont un peu, si tu veux, le printemps de Bourges et le boc de bière, donc pour les mecs des Inrocks, c'est forcément c'est pas convenable, c'est pas une vraie bande dessinée d'élite. Mais ce que les gens n'ont pas compris au-delà des qualités de référence de prof de sup, enfin prof de Cagne, pardon, du scénariste, c'est le dessin où il a emprunté son dessin à un pilier du dessin américain, pas dans les comics, mais chez Walt Disney, qui est un des rarissimes à avoir eu le droit de signer de son nom, parce que tu sais que chez Walt Disney, tu dois signer Walt Disney, ce qui est une malédiction. Enfin, et en Italie, tu as plein d'excellents artistes parce que Zio Paperone et donc Picsou est super populaire en Italie. Et les meilleurs dessinateurs de Picsou sont les Italiens, vraiment. Ils ont un rond, bah, ils ont un style, en fait, une sorte d'école de Marcinelle, mais à l'italienne, avec des déliés, un rond impec. Enfin, c'est beau, quoi. Mais ils n'ont pas le droit de signer. C'est Walt Disney. Bah, ce mec, Don Rosa, il s'appelle. C'est lui qui a écrit La jeunesse de Picsou, donc The Life and Times of Scrooge McDuck en anglais, qui est une référence, hein, pour laquelle le pauvre a été très mal payé, parce qu'il n'a pas été payé en droit d'auteur, il a été payé en one shot. Et le truc se vend encore aujourd'hui, il est toujours pas payé, c'est dramatique. Mais il avait un style qui était, et on va revenir à ta question sur le subconscient et tout, il avait un style qui était l'opposé de Tintin. Don Rosa et Mabou et Hérol, donc de Capet de Croc, c'est l'opposé de Tintin dans le style, c'est l'opposé de la ligne claire. Tintin, c'est la ligne claire, pas de hachure, pas d'ombre, que des aplats de couleurs, pas de dégradé, fuck you. Et alors le suspense de bas de page, bon ça oui, ça tu l'as chez Mabou et Hérol, tu l'as chez... Donc le suspense de bas de page, c'est quand la dernière case, elle fait oh, t'as un personnage qui fait oh en contre-champ comme ça, et t'as envie de voir le contre-champ, donc tu tournes. C'est d'ailleurs ce qu'expliquait Alexandre Astier. Il disait pourquoi je fais de la BD, pas juste pour prendre un billet, tu vois, ce que n'importe quel connard aurait fait. Camelot cartonne, on prend un billet. Non, Astier, il a dit, je fais de la BD, pourquoi? Parce que la BD, c'est un storyboard de luxe, ça c'est pas lui qui l'a dit, je pense que c'est Hugo Pratt ou quelqu'un, je sais plus, mais peut-être que c'est Hugo Pratt. La BD, c'est un storyboard de luxe, et la BD, ça te permet de faire tout ce que tu peux pas faire.
Un dragon, t'es pas Steven Spielberg, t'as pas un Tyrannosaurus Rex en mousse de latex, tu peux pas te payer ça. Donc, tu veux voir dans Camelot, c'était le budget d'une petite série télé d'Access Prime Time. Donc, tu le montres pas le dragon, tu les montres pas les Scaven, mais en BD, tu peux. Donc, On l'entend juste le dragon à équidistance. voilà, c'est ça, tu l'entends à équidistance. C'est ça, s'il est équidistant par rapport à. Et du coup, en effet, tu vois, il expliquait clairement que c'était justement le côté démiurgique, tu te fais plaisir, tu crées un monde. Et, euh, et tu peux voir le dragon d'émeraude, de rubis, de machin. Et donc, Mabou et Hérol et Don Rosa, c'est l'opposé de Tintin. Ils font l'arrière-plan est chargé avec une sous-action. Tu vois une sous-action qui passe de l'arrière à l'avant-plan, ce qu'il n'y a absolument pas dans Tintin. Dans Tintin, dans la case, l'arrière et l'avant-plan, c'est la même scène, c'est Magritte, et c'est un tout. Chez Mabou et Errol et chez Don Rosa, je sais pas si, tu vois, je les ai jamais rencontrés, je sais pas si ils sont conscients du fait qu'ils font du Don Rosa. Parce que c'est le maître de ce style, c'est Don Rosa. Et c'est l'opposé de Tintin. Si vous lisez La jeunesse de Picsou, qui est un chef-d'œuvre en bande dessinée, hein, vraiment un chef-d'œuvre, vous verrez cet arrière-plan où il se passe quelque chose à l'arrière-plan qui peut n'avoir rien à voir avec le premier plan. Et Mabo et Errol, ils te font un entrelac subtitre entre l'arrière et le premier plan, c'est-à-dire l'arrière-plan passe au premier plan, etc. Il se passe quelque chose, il faut que tu analyses la case en profondeur. Ce qui fait d'ailleurs que l'avoir sur iPad est génial, parce Ah. que tu peux zoomer. Bon, bah, tout ça, c'est de l'expression subconsciente. C'est là que je voulais en venir. C'est qu'en fait, si tu veux vraiment utiliser l'écriture pour te connaître toi-même, euh, c'est c'est pas forcément le mieux d'écrire sur toi. Ça peut, hein, mais je dis c'est pas forcément le mieux. Je vais te donner un exemple très précis. Dans le Belvédère des Hécatonchyres, comme Flaubert, tu te dis je suis tous les personnages, quoi. Hmm. Et les bons comme les méchants. Et il y a un personnage qui est 3 fois érudit. J'ai 17 ans quand je crée ce personnage. Pas encore les 3 doctorats. Exactement. J'ai 17 ans quand je crée ce personnage. Dans I, alors là j'ai plus, là, je suis rentré dans les études supérieures de plein pied. Dans I, j'écris dans Grand Sorcellerie, tout cossu de doctorat, je vous rirai, pauvre fantôme. J'ai 20 ans quand j'écris ça. Je suis même pas sûr que je ferai un doctorat. Un. Bon. Hmm. Mais tu vois, cette pulsion subconsciente, et j'aurais jamais pu, de près ou de loin, la mettre à jour, parce que cette pulsion subconsciente, elle s'est mise à jour. J'aurais jamais pu la mettre à jour en faisant juste un journal de bord de moi. Hmm. Par contre, il y a un journal de bord dans I qui s'appelle Cinématique du trésor caché. Et dont j'écris le sous-titre, c'est Journal de bord au présent d'un bateau qui s'appellerait le trésor caché. Et ce bateau, c'est moi, en fait. Ouais. C'est mon esprit, c'est mon subconscient. Pourquoi? Parce que comme l'avait dit, j'ai oublié le nom de ce grand poète, mais qui avait écrit I am the captain of my soul. Hmm. Je suis capitaine de mon âme. Donc, qui était le poème préféré de Nelson Mandela quand il était en prison. Et donc, parmi les grandes lectures stoïciennes, tu vois, la biographie de Nelson Mandela, bien sûr, ça reste une référence parce que, bon, 27 ans en prison et pardonné à la sortie, tu peux pas faire mieux, quoi. Et il adorait donc ce poète qui écrivait I am the captain of my soul. Et ça, vraiment, donc arriver à exhumer ça, tu peux le faire que si tu évolues sur le plan métaphorique. Donc des personnages, dans le Belvédère des Hécatonchyres, il y a des génies, il y a une autre race que j'ai inventée, que j'ai appelée les Golgothites. Et là, tu peux exprimer ton subconscient. Enfin, il peut s'exprimer à toi, plutôt, parce que c'est pas toi qui l'exprime du coup. Tu sais, il y a eu tellement de tentatives de faire s'exprimer le subconscient. Il y a eu l'écriture automatique, il y a eu bien sûr les psychédéliques, Michaud, tout ça, à l'époque des surréalistes. Il prenait de la mescaline, il écrivait. Puis ensuite, ça a donné la grosse influence de la Beat Generation, qui, avec l'introduction du LSD aux États-Unis, a aussi amené ça. Et moi, en fait, ma stratégie, c'était la métaphore. Hmm. Et dans le poème, bah, ça marche bien, du coup. Dans le roman médiéval fantastique, si c'est bien fait, c'est-à-dire, Tolkien.
Là aussi, Tolkien, il fait tout pour pas exprimer son subconscient dans Le Seigneur des Anneaux, parce que pour lui, c'est vulgaire. T'es quand même dans l'ère post-victorienne, on n'a pas encore connu le surréalisme, il y a une certaine réserve. Donc tu vois, Tolkien, il essaie pas de par pudeur, par habitude, par culture, par le fait qu'il a fait l'armée et qu'il est, enfin officier bien sûr, et il a fait la bataille de la Somme et qu'il est universitaire à l'époque. Il veut pas faire s'exprimer le subconscient. Il s'exprime nécessairement. Tu as plein de gens qui ont écrit des tomes et des tomes sur le subconscient. Tu as Serge Tisseron qui avait écrit aussi une psychanalyse de Tintin, fascinante. Il avait fait sa thèse dessus, double thèse en bande dessinée. Il avait fait une thèse d'une part il avait rendu sa vraie thèse et puis il avait fait une thèse supplémentaire en bande dessinée, le mec, incroyable, et qui était donc sur la psychanalyse de Tintin. Donc le subconscient s'exprime forcément, mais tu peux essayer de l'aider, quoi. Hmm. Et voilà, avec l'approche métaphorique et tout, bah, dans le Belvédère des Hécatonchyres, je me suis rendu compte que ça sortait. Et dans Poésie et théorie, bah, clairement, ça sortait aussi. Mais des fois, d'une façon, genre, tu prédis ton propre avenir, quoi. Tu le vois, c'est tout cossu de doctorat, je vous rirai, pauvre fantôme. Voilà. 19 ans, 20 ans, t'écris ça. Bon, 10 ans plus tard, t'as 3 doctorats. Hmm. Et plein d'autres trucs, en fait. Donc, c'est pour se connaître soi-même, voilà, l'écriture que je recommande, il faut qu'elle soit portée par un plaisir, la fascination, le waouh, la beauté, tu vois, t'écris au fil de la plume. Tu sais, finalement, c'est comme le jeu de rôle, tu prends. En France, tu as eu Lewis Trondheim, Johann Sfar et Boulet ensuite, mais c'est pas Boulet qui a créé la série, mais il a illustré les tomes de la série des tomes de la série principale, c'est Donjon. Hmm. Et Donjon, c'est quoi? C'est Sfar et Trondheim qui se réunissent parce qu'ils jouaient à Donjons et Dragons et qui se disent on va en faire une BD. Et tu vois le subconscient de Trondheim qui s'exprime et que tu retrouves dans une autre série de bandes dessinées qu'il a écrite qui s'appelle Ralph Azam, où il y a le subconscient de l'anti-héros, qui est le subconscient de Trondheim, de Lewis Trondheim, vraiment. Tu lis Ralph Azam, qu'est-ce que tu vois dedans? Tu vois une partie de Donjons et Dragons très bien faite et qui va plus loin même, et le subconscient de l'auteur. C'est une très bonne série, Ralph Azam, je la recommande, hein. C'est une très bonne série de bande dessinée. Et donc, bien sûr, Donjon, qui est une superbe série, mais un peu trop dosée quand j'étais plus jeune. J'aimais bien, tu sais, moi, pour moi, les BD Tech, ça a toujours été. Parce que comme je dormais pas très bien, je faisais souvent des siestes. Et donc, je faisais des siestes à la BD Tech, donc que ce soit à Orsay ou à Normal Sup. Mais même avant, au collège-lycée, j'allais à la bibliothèque Espace Bande Dessinée, qui est un peu calme en général, et je me posais avec une BD et je me faisais 30 minutes de sieste derrière. Et des fois, même, je sautais le repas de midi juste pour pouvoir dormir. C'est comme ça que j'ai lu tous les Largo Winch, que j'ai lu tous les 13 et donc Donjon, machin. Et je lisais ça tranquillement à cette époque-là. Et tu voyais vraiment le. Alors, j'aimais du coup Donjon parce qu'il y avait beaucoup de héros et de Thanatos quand tu es étudiant. Enfin, mais aujourd'hui, je les trouve trop chargés en héros et Thanatos, tu vois. Je les trouve trop. C'est une époque qui s'en va en termes de tradition littéraire. Tu sais, il y a eu des excès. Tu regardes, nous, notre génération, toi et moi, on trouve la génération 68 pipi caca, tu vois. C'est, tu regardes Riser, tu regardes, bon, c'est cool, mais gros dégueulasse quand tu penses qu'ils en ont fait, par exemple, ils en ont fait un film. Hmm. Tu vois des fois des extraits sur YouTube, je fais, non, les gars, C'est pas possible. non, mais c'est niais, quoi. C'est, Ouais. c'est grossier et niais, Hmm. c'est de la merde, quoi. Alors après, il y en a qui ont su le distiller, par exemple, l'Esprit Canal, tu vois. Comme disait Alain de Greff dans le sketch des Guignols, là, avec le CSA, tu sais, cul un mouton, pourquoi c'est drôle? Tu vois. Il fait, ah, grosse influence d'Anne Reiser. Ah, ouais. Là, oui. Là, moi, du Reiser, je j'aime pas en lire directement, tu vois, parce que je trouve vraiment ça trop dosé. Mais quand c'est distillé par l'esprit canal, notre génération, ça la fait rire. Donc, tu vois, c'est toujours la transformation d'un truc. Et pour moi, Donjon, c'est devenu un peu ça. Maintenant, c'est trop dosé. Mais il y en a qui vont le distiller. Et peut-être Ralph Azam, c'est une bonne distillation, d'ailleurs, au passage. Donc voilà, tu vois, le subconscient, Eros, Thanatos, le sexe, Freud, etc. Freud sur qui on tape aujourd'hui, ce qui est normal, c'est que les gens, tu vois, en lettres, ils ont tendance à. Enfin, dans lettres, tu fais pas des mises à jour autant qu'en sciences. C'est aussi simple que ça, en fait. Tu regardes dans le monde du logiciel. Tu fais tes mises à jour tout le temps. Je veux dire, il y a des bugs, il y a des patchs, il y a des failles de sécurité. Bon, un logiciel, c'est un écrit. C'est quelque chose que tu dois écrire, pardon, mais qui est écrit. Et ben, il peut avoir des failles. Et les failles sont faciles à mesurer à leurs conséquences. Mais les failles dans les logiciels en sciences humaines,
on les discute, mais on les patche pas. Tu vois. Tu Mhm. regardes les énormes failles du marxisme. Aujourd'hui, bon, mais pas de problème, Karl Marx était un génie, personne ne remet ça en question. Il a jeté un regard, grâce à Engels et d'autres, sur la société industrielle qui était très frappant. Mais bon, il y avait des failles dedans, il y avait d'énormes failles. Mais comme pour n'importe quel logiciel, tu me dirais, tu tournes sur Windows 95, bon, bah mec, faut le patcher, il est buggé ton soft. Et ce qui est fou, c'est qu'en sciences humaines, tu fais pas des patchs aussi souvent qu'en sciences tout court. Et pour tout un tas de raisons sociologiques, de points aveugles de l'humanité, etc., qui ne se rend pas compte qu'au fond, c'est un logiciel, hein, ni plus ni moins. Mais pas dans le sens Church-Turing, mais c'est un logiciel de la pensée humaine qui est interprété pas par une machine de Turing, mais par l'esprit humain. Et ce logiciel, ben, il faut le mettre à jour. Et donc Freud, on lui tape dessus juste parce qu'on revisite aujourd'hui les failles de Freud qui sont, oui, Freud c'est très incomplet, oui, il y a d'énormes erreurs dans Freud, oui, il y a eu des excès comme Lacan, dont on avait parlé dans une autre interview, qui, des fois déconnait complètement, quoi. Te sortait que justement le chiffre i en mathématiques était une représentation du pénis. Mec, tu es parti en sucette. Et en fait, bon, mais ça ne veut pas dire que Freud n'était pas un génie, qu'il n'a pas apporté des choses très significatives à la conscience. Mais tu vois, en sciences humaines, on est juste tout ou rien, genre, faut le tuer ou l'aduler. Alors que non, voyez-le comme un programmeur qui a fait des contributions logicielles importantes à notre civilisation occidentale et qu'il faut mettre à jour, et c'est pas sa personne qu'il faut vénérer. Bah, dans tout ça, donc, l'écriture, c'est une façon excellente de connaître son subconscient et pour ça, l'idéal, c'est que la personne prenne plaisir à écrire. Pour ça, il faut pas qu'elle écrive sur elle-même, si possible. Il y a des exceptions à tout ce que je raconte, hein. Tu prends Céline, c'était sa thérapie. Voyage au bout de la nuit, c'était sa thérapie. Mais si jamais c'est pas le cas, si jamais écrire sur vous-même, ça vous enchante pas, ça vous saoule, écrivez sur ce qui vous plaît. Votre subconscient finira naturellement par s'exprimer. Et donc, il faut que ce que vous écriviez, vous ayez un immense plaisir à l'écrire, un immense plaisir à le lire. Mhm. Dès lors que vous avez un immense plaisir à écrire, un immense plaisir à lire, c'est gagné. Et la préécriture, pour les gens qui ont peur d'écrire, bah, la préécriture, c'est par exemple Donjons et Dragons. Tu vois, Sfar, Trondheim, avant de se dire je peux écrire, yes I can, quoi. Bah, ils ont joué à Donjons et Dragons. Tu vois, il n'y a pas de pression, c'est un jeu. Et t'écris quand tu joues à Donjons et Dragons, tu commences ta feuille de personnage, t'inventes une backstory, tu fais des choses, t'écris. Mais t'écris sans t'en rendre compte. Et du coup, tu passes le track. Tu élimines toute la peur de te lancer dans l'écriture. Tu passes le track. Et ça, c'est très impressionnant parce que ça peut bifurquer vers de l'écriture pure, qui est, enfin, évidemment, tu n'auras pas un Goncourt pour la bande dessinée. Alors, la bande dessinée, c'est de l'écriture, mais il y a des couillons qui pensent que ça n'en est pas. Et du coup, bah, Trondheim et Sfar, ils ont bifurqué de Donjons à Dragons vers la BD. Tarantino, c'est un immense romancier, en fait. Mais il était trop complexé. De toute façon, sa passion, c'était le cinéma. Donc, c'était un mélange de complexe et non, mais je peux pas être romancier, j'ai pas fait d'études. Même si aux États-Unis, tu sais bien que c'est quand même bien plus simple d'être romancier sans avoir fait d'études. Case in point, Jack Kerouac. Peut-être le plus grand romancier de langue américaine, enfin américain, mais de langue anglaise de tout le XXe siècle. Devant Fitzgerald, devant Cormac McCarthy, devant Truman Capote, devant Hemingway, devant Faulkner. Kerouac, t'es dans le sublime, quoi. Eh ben, il n'avait pas de diplôme, évidemment. Fuck you. Et l'anglais était sa deuxième langue. Il parlait français au départ. Il était cajun. Enfin, cadien, comme on dit. Donc, tu vois, le truc, c'est que faut que ça coule, en fait. Mhm. Et pour que ça coule, il faut que l'acte d'écriture soit simple et que l'acte de relire ce que tu as écrit soit simple et que tu n'écrives que dans le but d'être ton premier lecteur. Comme Voilà, tu nous dis juste ça. souvent, tu nous dis souvent, hein, la pratique délibérée, quoi. Ça doit être Ouais, c'est ça. Vraiment la la pratique première. délibérée. Ouais. Ouais. Merci vraiment pour ce tour d'horizon du fait d'utiliser l'écriture comme un moyen sans pression. Mm. Sans pression, simplement en le faisant parce qu'on aime ça et j'aime beaucoup le fait aussi de prendre plaisir à le relire après, vraiment écrire des choses Ah qui bah nous oui, si le font but lire. c'est de te connaître toi-même et tout, et puis d'améliorer, parce que alors après, si le but vous voulez le faire évoluer vers publier, Hmm. là, il faudra que vous soyez capable de critiquer votre propre œuvre, et ça, c'est plus difficile. C'est un autre animal. C'est plus difficile. Bah, non, c'est une évolution, tu peux le voir. C'est si jamais, j'ai dit si, c'est un si, tout le monde, il faut déjà complètement accepter euh, en bon, euh,
en bon philosophe de l'abandon, du lâcher-prise, qu'il est possible que votre œuvre soit jamais lue, qu'elle disparaisse. C'est à Victor Hugo, à un moment donné, il déchargeait une malle de manuscrits qui a failli tomber à l'eau. Alors, par un moment, ça a vacillé, le truc, il tombait, puis tu pouvais pas la repêcher, quoi. Et de toute façon, avec l'encre, c'était terminé. Une putain de malle de manuscrits hein, de son retour de Jersey. Et bon, bah, coup de bol, elle est restée, mais combien d'autres auteurs on a perdu leurs œuvres, quoi. Mm. Donc, bah, T.S. Eliot, il a cramé ses poèmes de jeunesse alors qu'ils étaient. On en a un qu'il a écrit quand il avait 14 ans, qui est très influencé par Omar Khayyam, qui est merveilleux et qui est proche des quatre quatuors. Ce qui est fou, c'est qu'à 14 ans, il écrivait un truc qui va ressembler à ce qui lui fera gagner le prix Nobel 30 ans plus tard, 40 ans plus tard, 45 ans même. Et ça ressemble vraiment à ce qu'il va écrire donc, quand il aura abouti de sa maturité. Et il écrit ça à 14. Et il a malheureusement cramé ses autres poèmes, ce con, qui était profondément influencé par le soufisme. Donc, Fridtjof Schion et Omar Khayyam. Et il le dit, hein, il a déclaré clairement. Bah voilà, bah on les a perdus malheureusement. Donc faut lâcher prise en se disant peut-être que ce que j'écris ne sera jamais lu, c'est comme ça. En pure perte, Don Quichotte. Mais si vous voulez le faire évoluer vers la publication, il faut être capable d'avoir un regard critique sur son œuvre. Moi, par exemple, c'est ce que je n'avais pas pour le Belvédère des Hécatonchyres. En termes de style, sur le plan du scénario, j'avais un regard critique et j'en suis encore très fier aujourd'hui. Mais sur le plan du style, je n'avais pas un regard critique et le style était imbectable. Mm. Donc, et ça, bah, on peut l'apprendre qu'en ayant lu d'autres auteurs, en ayant pris du recul sur sa propre œuvre, etc., quoi. Tu sais, tu nous enjoins souvent à travailler sur son œuvre, à laisser une œuvre dans sa vie. L'écriture, le rap, l'art, la danse, tout ce que tu fais au quotidien, même dans tes engagements, dans tes prises de parole, dans tes conférences, etc. Est-ce que c'est un moyen, l'art, peu importe la forme que ça prend, on pourrait parler aussi des sculptures, je sais que ça te passionne, de... Moi, il y a une question enfin, il y a une réflexion qui me vient toujours, qui me reste comme en toile de fond, c'est comment marier notre nature, notre finitude et notre besoin de transcendance. Comment marier les deux? Est-ce que pour toi, ces médiums-là, ou en tout cas l'art au sens général du terme, permettent finalement de faire ce couplage, de faire ce mariage? Ouais, parce que l'art, c'est notre héritage du monde à beaucoup d'égards. Alors bon, après, ça peut être les gens qu'on a influencés, etc. Mais pour certains matérialistes, un peu limités, l'art, c'est ce qui reste de nous quand on est mort. Et d'ailleurs, tu vois, je crois que c'est une citation dans Intouchable, le film avec Omar Sy. Il dit pourquoi les gens sont fascinés par l'art, parce que c'est la seule trace de notre passage sur Terre. Ce qui est faux. Ce qui est faux. Mais il y a des traces subtiles. Évidemment, on vit dans une civilisation, une ère où ce qui est subtil n'existe pas. Donc, il y a des traces subtiles de notre passage sur Terre qui sont les influences réciproques. Et déjà, des gens comme Zola s'en rendaient compte, tu sais, ne serait-ce que l'héritage relationnel parental. Ça peut être des traces subtiles négatives, hein. Un père qui tapait son gosse. Tu prends Fidel Castro. Son père le tabassait, il était en rébellion totale contre son père, et ça a joué un rôle majeur dans le parcours politique de Castro. Ça, c'est des traces subtiles qui sont positives ou négatives selon comment on voit les choses, mais il y a des traces qui sont bien de notre passage sur Terre, qui sont subtiles et qui sont très supérieures et très profondes et bien au-delà de l'art. Mais quand on est accro à ce que j'appelle la PPP, la petite pensée parisienne, qui est un peu en circuit fermé, on peut être suffisamment limité mentalement pour se dire que l'art est la seule et exclusive trace de notre passage sur Terre. Ce n'est pas la seule, mais c'en est une. Et du coup, oui, on peut utiliser l'art comme héritage, qui peut influencer des civilisations entières. Là aussi, case in point, la grande époque de Léonard, Michel-Ange et Raphaël à Rome, qui représente trois générations. Donc Léonard, ce serait, si tu veux, aujourd'hui, Léonard serait un boomer, pas psychologiquement, mais il était né dans les années 50, 1450, enfin vers, tu vois, je sais plus exactement, mais donc Léonard serait un boomer. Michel-Ange serait un génération X et Raphaël serait un génération Y, serait nous. Raphaël serait de notre génération. Et donc après, tu aurais ceux qui vont venir après, le Tintoret, etc. Donc ça te donne les trois générations. Et Donatello serait je crois qu'on les appelait les Doomers, je sais plus, enfin ceux d'avant les Boomers. Voilà. Donc Donatello serait de la génération d'avant Michel-Ange, d'avant Léonard de Vinci, pardon. Et bon, bah voilà, cette époque, ça a laissé des héritages majeurs. Donc en effet, c'est le cas. La sculpture est fascinante pour ça parce que
Tu sais elle est controversée dans les religions abrahamiques. Pour les juifs et les musulmans, elle est interdite. Elle ne doit pas représenter, donc tu n'as pas de sculpture. Alors, tu en as maintenant dans le monde arabe, parce que bon, tu as des pays arabes qui se sont laïcisés, qui sont socialistes, puis tu as des pays arabes qui sont musulmans, mais qui reconnaissent quand même que c'est pas une idole. C'est pas parce que tu as sculpté quelqu'un que c'est une idole, tu vois. Bon. Mais dans le cas du judaïsme, par exemple, c'est extrêmement strict, mais tu as eu des sculpteurs juifs quand même, donc c'est toujours un peu délicat, mais leur rabbin n'aurait pas été très fier, peut-être, je sais pas. Mais tu prends en effet la sculpture, là aussi, elle peut être abstraite. Moi, mon sculpteur abstrait préféré, c'est Pomodoro. Tu as le semi-abstrait aussi, c'est Boccioni, les formes uniques de la continuité dans l'espace, qui est semi-figuratif, semi-abstrait. Pour moi, c'est l'équilibre parfait. D'ailleurs, il est présenté dans I, hein, donc il est illustré dans I. Et il est présent sur les pièces de 10 centimes des euros italiens, les forme uniche della continuità nello spazio, les formes uniques de la continuité dans l'espace, par Boccioni, visible au Guggenheim de Venise et au MoMA et à la Tate moderne, parce que c'est un bronze, donc il y en a plusieurs versions. Et ça, pareil, subconscient, machin, parce que dedans, ça t'exprimait tu vois, un esprit du temps, le transhumanisme, la fusion de l'homme et de la machine. En fait, c'est décrit dans les formes uniques de la continuité dans l'espace. Donc là aussi, tu vois que Boccioni il fait quelque chose et il se cache derrière bah, le fascisme. Il était fasciste en l'occurrence. Il se cache derrière ce qu'allait devenir le transhumanisme, l'admiration sans borne de la fusion homme-machine. Est-ce que on a, tu vois, tout à l'heure, tu as dit quelque chose de, pour moi, essentiel, c'est documenter sa propre ignorance. Euh, Est-ce que c'est un point, un contrepoint, en fait, un contrepoint de sa pensée, de coucher quelque chose dans la matière, dans la sculpture, dans l'écriture, dans peu importe la forme, peu importe le médium, encore une fois, c'est ce fameux pas de côté qui nous fait prendre 80 points de QI. C'est sans le vouloir, en fait, comment dire, une prise, ouais, un gain d'intelligence, pour reprendre tes termes que tu cites souvent, c'est interliguer, donc tisser un nouveau lien. Mm. Voilà, une nouvelle intelligence, parce qu'on a fait un pas de côté et qu'on a vu que son savoir s'inscrivait autour d'un silence, un silence entouré, comme disait Michel Bitbol, et que plus on sait quelque chose, enfin plus on se renseigne, plus on comprend, plus notre zone d'ignorance grandit aussi, de par le fait. Est-ce que toi, tu as dans l'écriture, dans la transmission, puisque nous, on a à cœur, en 2025, de créer un double mentorat, dans le pôle performance, dans la transmission, dans les conférences, dans les vidéos YouTube, dans tes livres. Euh, Est-ce que tu sens aussi ça? C'est-à-dire à chaque fois, hop, un contrepoint, un changement de perspective, comme dans, tu sais, le cercle des poètes disparus, quand le professeur dit monter sur les bureaux pour voir la salle de classe d'un nouvel angle. T'as ça aussi dans le processus créatif. Oui, alors idéalement, c'est d'être secoué, tu vois. Euh, donc ouais, effectivement, Alan Kay disait un changement de perspective, ça vaut 30 points de QI. Gurdjieff parlait du rappel de soi. Donc en effet, comprendre sa propre ignorance et se faire ce pas de côté, s'analyser comme un sujet d'étude. Et ce que fait Marc Aurèle, quoi, tu vois, dans les pensées à lui-même, d'ailleurs, dont il pensait qu'elle ne serait jamais publiée, hein, quand c'est en pure perte que ça devient une œuvre intemporelle. C'est justement parce qu'il pensait, parce que c'était trop intime, c'est quand même un empereur, tu vois. Il pensait que ce serait jamais publié et justement, son niveau de liberté était tel que ça en a fait un chef-d'œuvre absolu. Donc, ouais, enfin, soit tu te fais secouer, donc le coup de monter sur la table, ou bien Ezra Pound, tu vois. Ezra Pound, qui est un immense poète, mais qui avait des vrais problèmes, qui était fasciste, il a été mis en prison. Parce il était fou et fasciste et raciste, il n'y a pas de problème, hein. Et il a eu besoin d'être exorcisé. Et il a réalisé un truc qui est décrit dans Dante. Dans la Divine Comédie, il décrit, et donc Dante parle d'un. Ça doit être, je ne crois pas que ça soit. Peut-être c'est Ugolin et ses fils, donc un grand thème dans la Divine Comédie. Ugolin qui est enfermé dans une tour avec ses enfants et qui doit finir par les manger, enfin l'horreur, quoi, donc c'est l'enfer. Et c'est évidemment un thème de Rodin, puisque quasiment toute l'œuvre de Rodin tourne autour de la Divine Comédie, puisque c'était une commande. Il faut se rappeler que tu vois, le penseur de Rodin, c'est Dante, en fait, hein. Donc il y a un bout du bonnet phrygien, puis au final, il l'a enlevé, mais c'est une espèce de bout. Pourquoi il y a ce bout qui dépasse de la tête du penseur? Bah, parce que, en fait, c'est pas le penseur, c'est le philosophe, et c'est censé représenter Dante, qui trône au-dessus des portes de l'enfer, qui elles-mêmes sont inspirées du baptistère de Florence.
et qui était que Rodin considérait comme une œuvre remarquable. Je ne sais plus si c'est Donatello d'ailleurs qui l'a fait. Ça, je ne sais plus qui l'a fait, ce baptistère de Florence. Mais Rodin le considérait comme, waouh, tu vois, les deux grosses influences de Rodin, c'est Michel-Ange et la porte du baptistère de Florence. Et Rodin, donc, on lui commande les portes de l'enfer et toutes les sculptures quasiment toutes les sculptures connues de lui, sauf donc le Balzac, le Bourgeois de Calais ou l'Homme en mouvement, un truc, sont en fait des sculptures pour les portes de l'enfer. Et donc Ugolin et ses fils, c'est décrit dans la Divine Comédie comme breve pertugio dentro della muda, la quale permet al titolo della fame che conviene ancora qu'altrui si chiuda. Donc j'ai été brièvement enfermé dans une mue, une cellule à mue, c'était la petite cage où on mettait les faucons pour qu'ils muent, pour qu'ils perdent leur plumage l'hiver. Et donc breve pertugio dentro della muda, la quale permet al titolo della fame. Donc pour moi, elle a le nom de la faim. Et che convienne qu'encore altrui si chiuda, et dont il faut que d'autres s'y enferment. Et vraiment, Ezra Pound, c'est ça. C'est-à-dire qu'il a été enfermé dans une mue, une prison, donc physiquement. C'est-à-dire c'est un poète qui était pro-Mussolini, il était américain, et il animait une radio pendant la guerre. Et quand les Américains ont occupé l'Italie, ils l'ont mis en prison. Mais en prison dure, dans un Disciplinary Training Center. Et c'était des cages ouvertes aux éléments, avec la pluie, le vent, à côté de Pise, à Lavagna. Lavagna, qui est le nom où il y a l'ardoise, en italien, un tableau noir, on appelle ça la Lavagna, parce que c'est de là que grosse carrière d'ardoise. Il est enfermé là. Donc, comme c'est à côté de Pise, on va appeler ça les Pisan Cantos. Cantos, c'est de l'espagnol, c'est pas de l'italien, c'est pas canti. Et Ezra Pound écrit son meilleur poème. Alors, c'est vraiment sa meilleure œuvre poétique, avec du jazz, du bebop. C'est ce qui est fascinant, c'est que Léopold Sédar Senghor, pour qui Ezra Pound n'aurait eu que du mépris vu qu'il était noir, va écrire dans ce style-là aussi, mais de façon plus joyeuse, plus détachée, parce qu'il n'a pas une vie aussi dure que celle de Pound. Et il commence à écrire sur un rouleau de PQ. Qu'en fait, donc il sacrifie son petit confort. Et c'est un noir, il explique. C'est la mood, hein. C'est un soldat noir qui lui file une harmonica et un rouleau de PQ. C'est un bonus. Il n'était pas censé en avoir. C'est un disciplinary training center. C'est dur, quoi. Et sur le rouleau de PQ, il va commencer à écrire les Pisan Cantos. Et ça va être une thérapie. Bon, il va quand même faire de l'hôpital psy derrière, parce que de toute façon, c'était ça ou la prison, pour trahison, parce que dans le camp de Mussolini, etc., pendant la guerre, il va faire, je crois, 12 ans d'hôpital psy, mais bon, plutôt soft. Et après, il va finir sa vie à Venise, tranquille. Et donc, voilà, la Mouda. Donc, des fois, c'est ça, il faut un choc. Des fois, il te faut un truc, Tolkien, c'est la Somme. Putain, le mec, la bataille de la Somme, ça rigole pas. C'est un niveau d'horreur qu'on peut pas décrire, tu vois. Et c'est le Stalingrad de l'Occident, quoi. La Somme et Verdun. Donc, bah, tu dis, voilà, un écrivain qui aurait fait Stalingrad, t'imagines bien que s'il sait encore écrire, s'il n'est pas devenu fou, il va écrire des dingueries. Et il a écrit des dingueries. T'aurais un contre-exemple de ça, parce qu'à chaque fois que j'évoque ou qu'on évoque, j'ai l'impression un génie. Il y a des névroses partout en fait, et que ces névroses-là, ces dépressions, ces tortures de l'esprit, ces épreuves de la vie qui font naître. Bon, évidemment, on va faire des parallèles avec l'antifragilité de Taleb ou l'Hormèse ou quelque chose qui nous fait grandir par l'épreuve. Mais est-ce qu'il y a quelqu'un qui, dans le confort le plus complet, sans embrasser les épreuves de la vie, est arrivé à nous pondre un truc génial? Oui, t'en as. Avant d'écrire, ils avaient vécu des trucs. Et après, ils se sont enfermés. Le meilleur exemple, c'est Pynchon. Thomas Pynchon, qui est voilà, quelqu'un qui aurait voulu me contredire sur Kerouac, il aurait dit bah Pynchon, il est au-dessus de Kerouac. Et là, j'aurais pas discuté, j'aurais dit ok, ça peut se décrire. Et Pynchon, je crois qu'il est mort récemment, là, je sais plus. Et on n'avait qu'une photo de lui. Il a passé sa vie en autarcie et à juste à envoyer son manuscrit et fuck you. Mais il avait vécu des trucs jeunes, hein, quand même. Ouais. Après, tu regardes le parallèle, enfin l'opposé, c'est Hemingway qui a fini par se suicider. Tellement. Et puis, bien sûr, après, tu as Cervantes, tu vois, Miguel de Cervantes, donc le Don Quichotte. Lui, il a carrément perdu un bras à la bataille de Lépante, si tu veux. Donc, bon, voilà, c'est un mec, et puis il a été pris en otage et tout, il s'est fait prisonnier. Enfin, c'est donc Rumi, il décrit que
le moment vraiment c'est sa rencontre avec Shamsi Tabriz qui lui dit, bah voilà, nique ta réputation. Tu pourras me parler que quand tu auras niqué ta réputation. Donc, t'es un prof très respecté. Et ben, nique ça parce que c'est une barrière pour atteindre Dieu, la réputation. Donc, va niquer ta réputation, va acheter du vin et balade-toi dans toute la ville avec un sac de vin, un sac de bouteilles de vin. Enfin, je sais pas comment c'était en bouteille, des amphores, j'en sais rien. Et bon, bah voilà, il le fait, Rumi. Et ça, c'est un choc d'antifragilité, quoi. Parce Hmm. que sinon, il serait resté un chameau toute sa vie. Donc, ouais, on connaît beaucoup plus de cas de gens qui ont écrit à cause de tartes dans la gueule et à la suite de tartes dans la gueule que de gens qui se sont juste mis des fois, le voyage intérieur se fait naturellement. Tu prends Emily Dickinson, voilà, une des plus grandes poétesses de langue anglaise. Emily Dickinson, elle reste chez elle. Mais parce qu'elle était agoraphobe et tout, je veux dire, hein, Ça aussi. voilà. Bon, on a, voilà, encore une fois, dans le pôle performance, on va toujours rentrer par l'une des trois portes, cœur, corps, esprit. On a beaucoup parlé de l'esprit, beaucoup parlé de l'écriture, de l'introspection. Euh, on a envoyé une newsletter il y a peu de temps sur la méditation. Et on a commencé même par la spiritualité, d'ailleurs, en voulant s'adresser d'abord au cœur, peut-être dans une, pas dans une hiérarchie pyramidale en disant que c'est plus important, mais en le remettant au centre, parce que c'est, à mon avis, très euh, relégué, hein. Quand on parle de spiritualité de nos jours, c'est un petit peu mal vu, en tout cas, et mal apprécié. Est-ce que toi, tu as une pratique méditative? Est-ce que à la manière peut-être bouddhiste ou je sais pas, de pleine conscience, peu importe, est-ce que tu le pratiques aussi régulièrement? Alors, comme je te disais, on avait dit dans une autre interview, les bouddhistes considèrent que, et pas les hindouistes aussi, et les soufis aussi, qu'un des marqueurs d'un esprit entraîné, c'est la capacité à faire des rêves lucides. Voilà. Un des marqueurs. Alors bon, il y a des petits détails après, tu vois, euh, qui relèvent au pôle performance et sur lequel je vais revenir. Je voulais même en faire une vidéo. C'est que en fait, le sommeil dans ma famille avait été un peu compliqué parce qu'on avait de l'apnée du sommeil. Et quand tu fais de l'apnée du sommeil, tu fais souvent des cauchemars où tu te réveilles en croyant que quelqu'un a essayé de te tuer parce que tu fais voilà, tu t'étouffes, quoi. Ou tu peux te réveiller en ayant fait un rêve que quelqu'un t'égorgeait, que tu n'arrivais pas à respirer. Enfin. Et ce qui est fou, c'est que là, c'est purement physique. C'est-à-dire, tu as une mauvaise posture de la langue. La langue a une posture. Donc la langue, c'est un muscle. Pour ça qu'on mange la langue de bœuf. Et elle doit reposer sur le palais, pas dans le fond de la bouche. Donc l'endroit pour ranger sa langue, c'est juste derrière la lettre D. Quand tu prononces la lettre T, ensuite, donc T, c'est juste derrière les dents. Tu sais, t'as le th, t'as le the british, ça c'est derrière physiquement les dents. Ensuite, tu as la lettre T qui est dans le haut du palais, juste à la base des dents. Ensuite, tu as la lettre D qui est juste derrière. Et bien, juste derrière la lettre D, tu vois, tu peux pas prononcer une lettre, c'est là qu'il faut ranger sa langue. Et quand tu peux pas respirer par le nez, parce que tu as des allergies, tu te rends compte, c'est un truc aussi simple que ça. Tu as des putains d'allergies, tu peux pas respirer par le nez. Et du coup, tu ranges jamais ta langue là parce que tu respires par la bouche. Ce qui est très mauvais pour la santé, ça te nique les gencives, ça déforme la mâchoire, ça bousille ton sommeil, ça peut même niquer ta posture. Ça peut même te faire la tête en avant, respirer par la bouche. C'est incroyable, et avec des conséquences psychologiques très graves, parce que si t'as pas de sommeil profond, t'es irritable. T'as des gens qui divorcent à cause de ça, parce qu'ils s'embrouillent avec leur femme, juste parce qu'ils ont mal dormi pendant des mois, des années, des décennies. Alors qu'en fait, s'ils avaient mieux dormi, tout aurait été mieux, sans parler du fait que s'ils ronflaient aussi, ça peut mettre des tensions sur leur couple. Parce que tout le monde n'a pas forcément deux chambres. Tu sais, au pire, faire chambre à part, il n'y a pas de honte à ça, tu vois. Juste à cause d'un putain de placement de la langue. Et du coup, tout ça pour dire que pour s'entraîner à faire des rêves lucides, c'est bien de se rappeler de ses rêves. Quand tu fais de l'apnée du sommeil, c'est plus dur de te rappeler de tes rêves parce que, toute chose égale par ailleurs, les gens ont tendance à mieux se rappeler de leurs rêves quand ils dorment sur le dos. Et quand tu dors sur le... alors, il y a plein de théories là-dessus, l'irrigation du cortex visuel, par exemple, parce que le cortex visuel, il est pariétal, et donc, voilà, il est Occipital. occipital, pardon, Occipital, ouais. occipital. Il est occipital, et donc, peut-être que tu aurais plus d'irrigation du lobe occipital. Bon, tu as plein de théories là-dessus, mais dormir donc sur le dos facilite le fait de souvenir de ses rêves.
Parce que c'est pas que tu rêves pas, par ailleurs, c'est que juste tu t'en souviens pas, parce que tu te réveilles pas peu de temps après. Et du coup, bah ça c'est un entraînement, mais si tu fais de l'apnée du sommeil, il faut d'abord s'entraîner longtemps, parce qu'il faut surtout pas s'endormir. Si quelqu'un qui a l'habitude de ranger sa langue au fond de la bouche, il faut surtout pas qu'il s'endorme sur le dos. Il va passer une très mauvaise nuit, parce que la langue va peser sur le pharynx et va le faire s'étouffer. Et à un moment donné, il va avoir une panique nocturne grave, il va avoir un sommeil de merde. Mais donc, une des marques d'un esprit entraîné, c'est ça. Alors, jusqu'à récemment, je savais pas, c'est une amie qui m'en a parlé. Il y a une technique un peu comme dans Inception, où tu fais de la pleine conscience et tu te concentres sur un objet, dis est-ce que je suis en train de rêver ou pas? Et si tu te poses tout le temps la question, plusieurs fois par jour, ce que... Après, j'ai connecté ça avec des trucs que je connaissais déjà, comme Gurdjieff, etc., qui parlent du rappel de soi. Mais si plusieurs fois par jour, tu fais le petit effort, c'est comme des pompes, fais le petit effort de dire, je rêve ou pas là? Qu'est-ce qui me dit que je suis pas dans un rêve là? Si tu fais cet effort plusieurs fois par jour, qu'est-ce qui me dit que je suis pas dans un rêve? Alors la probabilité que tu puisses faire des rêves lucides, elle augmente. Et ça, pour les bouddhistes, pour les hindous, pour les soufis, c'est un des marqueurs les plus simples d'un esprit entraîné pour qui ça va bien se passer dans l'au-delà. Parce que sinon, l'au-delà, l'enfer, c'est de tomber dans ses propres. C'est pour ça que dans le christianisme, tu as les péchés mortels. Les péchés mortels, c'est pas, comment dire, c'est pas une punition divine. Ça a été présenté comme ça, bien sûr, par des gens bas de plafond, c'est toujours pareil. Mais en fait, c'est une mise en garde. C'est-à-dire, si tu passes dans l'au-delà en colère, t'es en enfer. C'est horrible. T'as un artiste remarquable j'ai oublié son nom, mais c'est quasiment de la bande dessinée. C'est un artiste contemporain, mais il est exposé au Metropolitan à New York. Et il a fait, je crois que c'est des lithographies sur les 7 péchés capitaux. Tu pourras regarder ça, on pourrait le mettre dans le programme du pôle performance parce que ça illustre parfaitement ça. Tu vois, il a fait une illustration des 7 péchés capitaux en lithographie. Vraiment, comme des BD, c'est marquant. Et en quelque sorte, ça te montre l'enfer qui t'attend si tu passes de l'autre côté dans l'état d'un de ces 7 péchés. Et la colère étant un des pires, péché mortel, quoi. Pareil donc pour la luxure, dans le sens où bah, si tu passes de l'autre côté dans la luxure, tu vas être déçu. Tu vas tomber dans un océan de chair et ça va être super stylé au début pour toi. Puis en fait, après, tu vas te rendre compte du bout de ça. Et le problème, c'est que ça va être la réalisation de ça va être très douloureuse. Et donc, voilà, un esprit entraîné, c'est un esprit qui peut passer de l'autre côté sans tomber dans ses biais, dans ses tendances. Et lui, il est libéré. Et bah, une pratique, c'est ça, c'est donc te poser plusieurs fois par jour la question, je rêve ou je rêve pas? Tu vois, comme des pompes. Alors, il y a plein de moyens, tu pourrais le mettre sur ta montre, un petit bip bip. Voilà. Bip, allez, c'est le moment de te poser la question, est-ce que je rêve ou pas? Est-ce que ce qui m'entoure est réel? Je sais pas Donc, si ça marcherait sur la montre, justement, parce que l'une des manières de sortir d'un rêve, apparemment, hein, c'est ce qu'on m'avait dit, c'est justement de regarder l'heure. Quand on oui, regarde oui, regarde l'heure, alors, ouais. Bah oui, euh, justement, c'est bien, c'est super. ouais, c'est peut-être une Donc, du coup, toupie, la toupie tu prends, d'Inception. si t'as une smartwatch ou une watch, une montre qui fait réveil, et ben voilà, tu te mets ton réveil et dis, ah, c'est le moment où je dois me poser la question, faire un peu de pleine conscience et me poser, est-ce que je rêve ou pas? Qu'est-ce qui me dit que je suis pas en train de rêver là? Voilà. Et si tu fais ça plusieurs fois par jour, en effet, c'est ce que Gurdjieff appelle le rappel de soi. Et heureusement que c'est cet ami qui m'en a parlé. Parce que avec le rappel de soi, pour moi, c'était un peu vague, c'était un peu. Mais là, c'est clair. C'est comme dans Hmm. Inception, tu te poses, tu te dis, mais qu'est-ce qui me dit que je suis pas en train de rêver? Ouais, c'est un peu Morpheus qui dit à Neo, qu'est-ce que tu appelles Ouais, le ciel? C'est ça, c'est là? ça. C'est ça. C'est Hmm. exactement ça. Donc ça, c'est une pratique de méditation très simple. Mais n'oublions jamais, et on l'a mis dans la newsletter, que en réalité, tu vois, tous les coachs, les machins vont te dire, visualisez votre succès, hein. Ça, c'est pas mal. Mais en vrai, ça dépend vraiment de ce que vous visez. Si vous visez la libération, c'est ce que vous voulez dans le bouddhisme, dans l'hindouisme, dans le soufisme ou dans la spiritualité abrahamique, elles existent, hein. Enfin, déjà, le soufisme en est une. Mais si ce que vous voulez, c'est vraiment l'absolu, la libération, pas juste, oui, je voudrais essayer de devenir riche, ou je voudrais. Alors là, il faut méditer sur rien. La seule vraie méditation, c'est l'interdiction de toute pensée, de tout schéma, de tout code, de toute théorie. C'est l'anticyclone. C'est s'interdire toute pensée et rester coincé, rester le plus longtemps possible dans cette absence de pensée. La pure expérience, revenir à la C'est pure. ça. Mais, et même sans se concentrer sur son expérience. La pure expérience de l'esprit. Pas je sens une rose et je reste concentré sur l'odeur de la rose. Et non, ça, c'est, Pas, on est trop tard, voilà. là.
Voilà. Mais là, et alors, bon, du coup, au passage, l'encens, c'est bien pour ça, parce que l'encens permet de s'entraîner, parce que les mémoires olfagustatives sont très solides. Donc, c'est vrai que c'est plus facile de rester concentré sur une odeur que sur un souvenir, sauf si le souvenir est fortement émotionnel ou traumatique, évidemment, parce que là, ça colle. Mais c'est plus facile de rester concentré sur une odeur. Donc, c'est pour ça que l'encens, c'est très utile pour la méditation. Il y a d'autres méthodes, donc par exemple ton gong tibétain, là, le son, les vibrations, et puis bah, une des vibrations, c'est la syllabe Om, tu vois, Om. Puis quand tu vois vraiment les moines bouddhistes, ils arrivent à te la faire résonner dans le ventre avec un côté métallique très impressionnant, qui est assez frappant parce que tu retrouves ce côté métallique sous ayahuasca. Dans les chants, les chants deviennent un peu métalliques quand tu prends de l'ayahuasca. Et en fait, ce qui est encore une fois pas du tout nécessaire pour progresser, hein, pas du tout, je peux tout à fait y aller sans. Mais les chants, ce chant métallique, les moines tibétains, surtout du bouddhisme tibétain, arrivent à le retrouver. Donc voilà, en tout cas, une pratique simple, c'est à intervalles réguliers, stop, qu'est-ce qui me dit que je suis pas en train de rêver? Qu'est-ce qui me dit que ce qui m'entoure est réel? Qu'est-ce qui me dit que je suis pas en train de rêver? Qu'est-ce qui me dit que tout ce que je vois est tangible? Bon. Mhm. Et sinon, après, la méditation absolue, pensez à rien. Et vraiment, pour les maîtres, ça, c'est l'avenue principale du vrai paradis. Du vrai paradis étant la libération. Au-delà du paradis et de l'enfer. L'avenue principale du vrai paradis, c'est tu te poses, tu penses à rien. Et si tu arrives à le faire comme un gainage, c'est-à-dire c'est aussi dur qu'un gainage, c'est le gainage de l'esprit. Si tu arrives à gainer X minutes, ça y est, t'as gagné. C'est bon, t'es immortel. Pour les, pour les hindous, pour les bouddhistes, pour les soufis, si tu arrives à gainer l'absence totale de pensée pendant X minutes, tu es immortel. Ça y est, C'est tu viens de transcender la vie et la mort, tu es un immortel. Mhm. C'est fou, hein. Tu te dis, c'est aussi simple que ça. Bah ouais, mais vas-y, mais Simple mais vraiment, pas facile. c'est ça, simple mais pas facile. Exactement. Mais tu as tout à fait raison. Et c'est là où la sémantique et les mots sont toujours limités, hein. Comme tu le disais très bien dans la dernière newsletter où c'était transverbal et nous on est très cisverbal, très attaché au verbe. Quand on dit penser à rien et qu'après on dit il ne faut pas penser, déjà on perd les gens. Quand on pense à quelque chose, par exemple au son du bol tibétain, justement on dit il faut vraiment se concentrer sur ce que cela fait d'être. Mm. Pas penser au son, pas penser à rien justement, mais ce que cela fait. Et vraiment, comme disait Ido Portal, qui est un maître en mouvement, et justement après je veux qu'on s'attaque au corps, qui était un enfant spirituel de Bruce Lee, c'était vraiment ça. C'est une faceless practice, une pratique sans Mm. visage. De C'est l'extérieur, vous ne ça. pouvez pas comprendre. Ouais. Il y a que à le faire et à le vivre. Là où là, voilà, on voit sans doute la limite des mots. Merci pour ce cœur et ce corps et cet esprit, pardon. Et maintenant, je veux vraiment te lancer sur le corps avec une petite anecdote que je vous partage. Attention, on sort les dossiers. Je me rappelle d'une certaine année de 2020 sur un parking à minuit où sur une chanson de Gorillaz, je t'ai vu bouger comme jamais. J'ai vu des moves d'un autre monde et tu m'as dit je te break là-dessus. Mais je break là-dessus. Et j'ai vu Idriss danser, vraiment, vous tomberiez des nues. Euh, Quelle relation tu as avec le mouvement, avec le corps? Ouais, bah, tu vois, quand plus je vieillis, moins je danse. C'est bête. Quand j'étais ado, j'aimais me faire une heure de danse parce que j'aime beaucoup le juste debout. J'aime beaucoup le juste debout, le breakdance, mais juste debout, donc lock-in, pop-in, sea walk, etc. J'adore ça. Pas de passage Et au sol alors. pardon? Pas de passage au sol alors. Alors, c'est pas parce que j'aime pas, mais c'est que en fait, là où j'étais, je pouvais pas pratiquer facilement. T'avais du parquet, des voisins du dessous, machin, tu vois. Et je pouvais pas facilement aller dehors non plus. Bon, donc j'ai peu appris le passage au sol. Et puis aujourd'hui, ce qui est marrant, c'est que le juste debout a survécu bien davantage, tu vois. T'as des compétitions encore de juste debout. Je pense que pour tout un tas de raisons, peut-être un peu débilo universitaires, le juste debout est plus respecté. Et ça, ouais, parce que en fait, la danse pour beaucoup de spiritualité, c'est le lien entre le corps et l'esprit. Et Israfel, c'est l'ange qui va souffler dans sa trompette au jour du jugement dernier pour annoncer la séparation de tous les esprits de tous les corps.
Mais aussi, c'est lui qui, parce que son chant est tellement beau, a convaincu l'esprit de rentrer dans le corps. Ce dont je parle dans mon poème, Le sens du mot adieu, il commence par quand âme et terre ne s'aimaient l'une et l'autre. Parce que l'idée, chez les soufis, une tradition, c'est que l'âme voulait pas rentrer dans ce tombeau qu'est le corps, qu'elle était libre et sans limite et sans forme. Et là, elle doit rentrer dans un tombeau qui est limité et qui a une forme et qui est quelque chose bon, qui est pour son apprentissage, mais qui est quand même un poids, quoi. Et c'est l'archange Israfel qui l'a séduit en l'amenant dans le corps. Et depuis, Israfel est associé à la danse, et donc qui est le trait d'union entre le corps et l'esprit. Mhm. D'où les derviches tourneurs, tu vois, entre autres. Mais tu vois, j'avais déjà parlé du corps quand j'ai parlé du cas de la posture de la langue. Dans le yoga, bon, il y a plein de yogas différents. Il y a le yoga que les gens connaissent avec les contorsions et tout. Mais le yoga, le but, c'est de transformer ta relation corps-esprit en un paradis. C'est ça le but du yoga, c'est de transformer ta relation corps-esprit en quelque chose de très agréable. Et euh, en fait, quand j'ai parlé de la langue, j'ai parlé d'une posture, parce que tu as une posture de la pensée, et c'est fou comment la posture d'un simple muscle, qui est petit, la langue c'est petit comme muscle, peut peut changer ton psychisme. Parce qu'encore une fois, tu peux être irritable, tu peux cogner des gens dans la rue, juste parce que tu as mal dormi, parce que ta langue était mal placée. C'est un truc de fou. La forme de ta mâchoire peut être différente, parce que ta langue était mal placée. Tu peux faire des cauchemars, tu peux réveiller tes parents qui vont te cogner. Combien t'as de pauvres enfants qui se font ou se faisaient, mais se font encore tabasser par leurs parents, parce qu'ils se réveillent en pleine nuit avec des terreurs nocturnes. Et certaines de ces terreurs nocturnes sont simplement dues au fait que ces enfants ont le nez bouché de façon chronique et que du coup, ils dorment avec la langue au fond du palais, au fond de la bouche, pas collée au palais comme elle doit l'être. Et que du coup, ils font de l'apnée du sommeil et ils rêvent de monstres qui les étranglent, qui meurent. Et du coup, ils se réveillent à 3 heures du matin en sursaut, en hurlant, et leurs parents, qui n'ont pas que ça à foutre, leur collent une sacrée torgnole pour qu'ils recommencent plus. T'imagines les conséquences. T'as des enfants comme ça qui peuvent développer un bégaiement à cause de ça. T'as des enfants qui peuvent développer un manque de confiance en eux. T'as des enfants qui peuvent, ça change leur vie entière à cause d'une muqueuse chroniquement enflammée et d'une langue mal placée. Donc là, le lien corps-esprit, il est ouf. C'est-à-dire des complexes d'infériorité, des déformations de la mâchoire, des gencives niquées, des problèmes de parodontite une atteinte au psychisme, pour vraiment revenir au lien corps-esprit, une atteinte grave au psychisme, sur la confiance en soi, sur les terreurs nocturnes, sur le bégaiement, sur l'irritabilité, juste à cause de ta putain de langue qui est mal placée, mec. Je sais pas si tu te rends compte. Clair. C'est fou Donc, à quel point on ouais, ouais, c'est redécouvre fou. en Occident ce rapport entre le corps et le psychisme. Est-ce que, alors, encore une fois, pour citer Michel Videbol, même, mais qui faisait une interprétation, une lecture de Schrödinger, qui justement faisait une lecture de Parménide. Et le troisième fragment de Parménide, car être et penser, c'est la même chose. Pour lui, c'était la naissance de la pensée duelle, pensée Mhm. dualiste, et que en allait découler, voilà, la séparation entre autres vie, mort, corps, esprit, voilà, éléphant hippopotame pour ceux qui ont la ref dans évidemment Mhm. Cité de la peur. Mais tu vois, pourquoi? Enfin, pas pourquoi, mais toi, tu verrais la naissance justement de cette pensée duelle qui nous plombe en Occident. Où ça? Est-ce que c'est Descartes, est-ce que c'est Freud, peu importe. Et là où on veut vraiment remettre au goût du jour, justement, tu as très bien fait les parallèles entre la méditation, le yoga, etc. Tout ce qui est oriental. Moi, évidemment, je porte le yoga Tumo, le yoga du froid qui m'a été enseigné par Maurice Daubard, qui justement fait toujours revenir la pratique, au sens large du terme, hein, tous les yogas, incarner l'esprit dans le corps. Toujours une action incarnée, une pensée incarnée. Et pour toi, selon toi, c'est quoi notre héritage par rapport à la pensée duelle? Où est-ce qu'il faut le faire remonter? Bah, c'est avant tout un malentendu, je pense. C'est un malentendu. Alors, beaucoup de gens disent que c'est Descartes avec le cogito, bien sûr, alors que Descartes, en fait, était beaucoup moins dualiste qu'on le pense, mais c'est toujours une interprétation. Tu sais, c'est comme Sartre. Je crois à l'époque où, c'est Guillemin qui rapporte ça, à l'époque où Finkielkraut était encore intelligent, il avait. Non, mais tu sais que toi, c'est tous ces philosophes qui se sont gâchés, quoi. Finkielkraut avait écrit quelque chose de très vrai, qui est rapporté par Henri Guillemin, parce qu'à l'époque, Finkielkraut était de gauche. Il avait écrit le drame de Sartre, c'est d'être mort incompris.
d'être mort. Parce qu'en fait, Sartre est mort en contredisant la philosophie qu'on enseigne de lui à la Grecque, au Capes, en disant voilà la grande contribution de Sartre à la pensée française, que de l'être et le néant à la nausée, l'existentialisme, alors qu'en fait Sartre a dit le contraire. Et c'est pareil pour Wittgenstein, tu vois, les limites de mon langage sont les limites de mon monde. C'est ça qu'on retient de Wittgenstein. Ben non, à la fin de sa vie, Wittgenstein, il a complètement renié, transcendé, pas renié, mais transcendé ce qu'il avait écrit d'abord. Et il ne voulait rien avoir à faire avec les gens qui l'adulaient de l'époque du Tractatus Logico-Philosophicus. Donc Descartes, c'est pareil comme un peu tous les philosophes en réalité, on prend d'eux que ce qu'on veut, tu vois. Et on fait une image d'Épinal, on fait une sorte de statue de cire de Madame Tussaud, d'un philosophe, en le réduisant à, alors Mhm. que lui-même aurait contredit la réduction qu'on a faite. Donc c'est un malentendu, en fait, le dualisme. C'est un malentendu qui est, pour moi, les meilleures origines, elles sont toujours structurelles. Les vraies origines, tu les trouves dans les structures. Donc le monde académique, le monde scolaire, la structure industrielle, là, tu trouves les origines pérennes du vrai dualisme. Mais même avant, si tu veux, dans l'Ancien Régime, la structure du clergé comme instrument de puissance, pas comme instrument de spiritualité. Quand le clergé a cessé de se concentrer sur sa mission spirituelle, alors il n'a jamais cessé, bien sûr, hein, mais quand le clergé, à chaque fois que le clergé a fait passer sa mission temporelle et surtout politique avant sa mission spirituelle, parce qu'il n'y a pas de honte à avoir une mission temporelle. Tu vois. Les jardins, les abbayes, les frères des pauvres, Emmaüs, enfin, il n'y a pas de honte à avoir une mission temporelle, c'est très bien. Mais quand elle est politique uniquement et que la mission politique l'emporte sur la mission spirituelle temporelle, là, il y a un problème. À chaque fois que le clergé a fait ça, le dualisme s'est renforcé, en fait. Donc le dualisme, pour moi, c'est un malentendu des structures. C'est ce que Steiner appelait la malédiction arimanique, quoi. Hein. C'est cette espèce d'esprit du temps permanent qui essaie de piéger les humains dans leur propre structure et ultimement dans leur propre machine, dans leur propre création. Et c'est ce piège arimanique qui amène en fait ce dualisme. Mais c'est pas. Et du coup, il utilise les philosophes pour se justifier. Il dit oui, c'est Descartes. Mais non, c'est une lecture empaillée de Descartes. Comme on a fait une lecture empaillée de Wittgenstein, comme on a fait une lecture empaillée de Sartre. Et en réalité, quand on fait de la littérature comparée ou de la philologie ou de la philosophie comparée, on se rend compte que tous les auteurs sont empaillés. Tous, il n'y a pas un auteur sans exception qui n'est pas empaillé. Et qu'est-ce qui procède de leur empaillement? Les structures. Qu'est-ce qui empaille le mieux les philosophes? La grecque. Alors, si tu veux parfaitement empailler un philosophe, la grecque, c'est parfait. Parce que à la grecque, si tu écris dans une copie d'Agrègue que Sartre était un penseur de la transcendance, qu'il existait une essence transcendante chez l'homme, on te dit hors sujet, vous n'avez rien compris à Sartre. C'est le contraire. Et si tu dis, ah oui, mais non, mais désolé, dans une entrevue qu'il a fait publier, qu'il a donné peu de temps avant sa mort et qu'il a insisté pour qu'elle soit dont il a insisté pour qu'elle soit publiée, eh bien, Sartre a dit ça. Et Simone de Beauvoir a refusé de le publier, mais Sartre a insisté pour que ça le soit. Et c'est ce qui a fait dire donc à ce jeune Finkielkraut, qui à l'époque était encore autonome et de gauche, sans jugement, hein, il n'y a pas d'être de gauche, ça ne te rend pas meilleur qu'être de droite, mais en l'occurrence, c'était censé être ça, comment dire, sa sincérité. Eh ben, il a dit, le malheur de Sartre, c'est d'être mort incompris. Et donc, qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, on nous présente le Sartre empaillé, du matérialisme absolu, etc. C'est la grecque. C'est la grecque qui fait autorité. Et l'ancêtre de la grecque, c'est le clergé. T'avais des auctoritas, t'avais la bulle, t'avais l'index, t'avais l'excommunication. Donc aujourd'hui, qu'est-ce qui détermine le vrai ou le faux? Ben, c'est la grecque en France, c'est le monde académique en général. Et ça, il n'y a pas mieux pour empailler des philosophes. Donc vraiment pour moi, cette dualité, elle vient des structures qui font que les philosophes ont bon dos, qui les utilisent pour dire oui, regardez, Sartre justifie le dualisme, Descartes justifie le dualisme, etc. Mais non, pas du tout. Pas du tout. C'est des gens qui avaient déjà compris les limites de ça et qui cherchaient sincèrement à ne pas être empaillés. Hmm. Comme le disait le professeur Root il y a peu de temps, ces grands penseurs qu'on aime tant, même tous les gens intelligents, en fait, sont toujours contradictoires. Ils sont toujours Mhm. c'est C'est contradictoire. ça, C'est absolument. même à ça qu'on reconnaît quelqu'un d'intelligent. Donc, Exactement. l'enfermer dans un dogme, c'est justement ce qu'on veut casser, à mon avis, avec le pôle performance. C'est-à-dire, ne pas vous Mhm. donner un dogme, mais Ouais, vraiment détruire vous les donner dogmes. les Ouais. outils, ben ouais, donner les outils intellectuels pour penser et agir par vous-même. Voilà, be water, my friend. C'est ça, être formless, faceless, c'est ça qu'il faut.
exactement. Bon, on a fait un bon tour là. C'était pas Ouais, mal. j'ai vraiment adoré. Là, vraiment, c'était super. Tu sais quoi? Faudrait vraiment qu'on en fasse des shorts et des reels. Faut qu'on trouve quelqu'un qui nous extrait les shorts on pourrait demander à la communauté parmi les gens Voilà, c'est qu'on les ça. email. Manifestez-vous. Ouais. Parce que là, moi, je pense que tout ce qu'on vient de se dire, il faut en sortir un max de shorts et les poster sur Insta. Et il faut qu'on fasse ces podcasts très régulièrement et qu'on en sorte les shorts. Mais de toute façon, ce qu'on s'est dit, c'est qu'on faisait au moins un rendez-vous mensuel. Donc tous les Ouais, mois, mais on se fait un peut-être point. même toutes les 2 semaines, là, ça devient Ouais, vraiment cool. bien sûr. Mais sortons-en un max de shorts. Donc Ouais. vraiment, tiens, volontiers. Demande à la communauté. J'en poste une partie sur mon Insta, etc. T'en postes une partie aussi. Super, super. En attendant, vous avez la newsletter gratuite d'Idriss et moi envoyée toutes les semaines. Donc, vous vous inscrivez ci-dessous, c'est totalement gratuit. Et vous avez toujours nos réflexions, nos conseils, cœur, corps, esprit. Et en 2025, on vous fera la belle surprise. De toute façon, on vous tiendra au courant. Vraiment du lancement du pôle performance, c'est-à-dire notre double mentorat. Et, on l'espère, très vite, des événements physiques aussi, hein. C'est ainsi le but de s'amuser sans Absolument. Ouais, ça, rencontrer. j'ai vraiment hâte qu'on fasse ça. Bah ouais, bah ouais. Bon, Bon, merci, mon portez-vous frère. bien. Allez, à bientôt et bonne journée.